Voici les 5 étapes que j'utilise toujours pour construire des agents IA et elles m'ont permis de générer des revenus conséquents au cours des 6 derniers mois. Oui, dans cette vidéo, je vais vous donner exactement le cadre que j'utilise, la méthode, afin que vous puissiez commencer à créer des puissants systèmes d'IA, même si vous n'êtes pas technique. C'est grâce à cette même méthode que j'ai construit toutes les automatisations que vous avez sans doute vu passer sur la chaîne ces derniers mois, mais je n'ai jamais vraiment parlé de la méthodologie elle-même. Donc oui, cette vidéo fait également suite à la précédente que vous avez beaucoup appréciée, donc allons-y. La première étape de cette méthode, ce sont les fondations. Ne courez pas avant de savoir marcher. Je vois beaucoup trop de personnes qui essaient de se lancer directement dans des systèmes d'IA très complexes, alors qu'elles ne savent même pas encore ce qu'est vraiment l'IA. Avant de commencer à construire des agents IA, il faut être sûr de bien comprendre les éléments fondamentaux. Alors je suis certain que vous savez tous ce que sont les grands modèles de langage IA, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Mais il est vraiment important d'avoir au moins une compréhension de base de leur fonctionnement. Donc la toute première chose dans laquelle il faut se plonger, ce sont les grands modèles de langage. Comprendre qu'à leur base, ils sont conçus pour prédire le prochain mot, le prochain token dans une phrase. Et cela débloque des capacités vraiment incroyables. Mais au fond, comprenant cela, les LLM ne peuvent pas réellement passer à l'action par eux-mêmes. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre quand est-ce qu'on doit utiliser l'IA et quand est-ce qu'on ne doit pas le faire, car il y a des cas où il ne faut pas le faire. Et à partir de là, vous devez bien distinguer les principales familles de modèles de langage, savoir s'ils sont open source ou si c'est des codes propriétaires, donc à des entreprises fermées. Parce que dans nos automatisations, on va utiliser différents modèles selon nos besoins, selon ceux du client surtout, et selon ce que l'automatisation est censée accomplir, puisque vous le savez sans aucun doute, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Ensuite, après avoir bien compris ce que sont les LLM, les grands modèles de langage qu'on vient de voir, il faut plonger dans ce qu'on appelle les RAG, ou plutôt les bases de données. Et c'est ensemble, quand vous allez fusionner LLM et bases de données, qu'ils vont former un système extrêmement puissant, où les agents IA que vous venez de construire vont pouvoir rechercher dans une base de données de texte en fonction de la similarité des sens. Alors je ne vais pas passer plus de temps que ça à l'expliquer, c'est très facile à comprendre en fait. Tout à l'heure, je vais vous pointer vers quelles ressources vous pouvez vous diriger pour apprendre ça. Mais dans tous les cas, c'est grâce à cela que l'agent IA pourra en fait récupérer des données et construire une réponse à partir du contenu que nous avons intégré dans cette base de données, plutôt que de baser sur son simple entraînement. Dit très simplement, vous allez avoir une intelligence artificielle qui a été entraînée sur vos données à vous, vos données d'entreprise, vos données clients, toutes vos données à vous, personnelles. Bon, ce cours sur les fondations, les principes fondateurs de ce que sont l'IA, ce que sont les bases de données, les RAG, etc., c'est exactement l'un de ceux que j'enseigne dans ma communauté. Et d'ailleurs, le dernier module que j'ai ajouté, j'apprends cela en détail, et je vous détaille tout ce que je viens de vous dire. Mais un point super intéressant, c'est qu'en clair, nous n'avons pas besoin de comprendre tous les paramètres, ni de la façon dont les poids changent à l'intérieur d'un grand modèle de langage. De même que nous n'avons pas non plus besoin de connaître les équations ou les formules complexes qui calculent les distances euclidiennes dans les bases de données. Tout ça, il n'y a pas besoin de le savoir, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas besoin de bagage technique. Non, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le prompt engineering, la façon dont on parle aux IA, comment peut-on ajuster le prompt système pour que le modèle d'IA se comporte comme on le souhaite, exactement comme on le souhaite, et qu'il apporte réellement de la valeur. Ok, ayant dit cela, l'un des autres points les plus importants, c'est le JSON et les API. Alors là, encore une fois, ça sonne plus dur que ce que ce n'est vraiment. Je vois beaucoup trop de gens essayer de construire des systèmes d'IA sans utiliser le format JSON. Pourtant, c'est extrêmement simple. Le format JSON, c'est juste une manière d'ordonner le texte différemment à ce qu'on fait d'habitude, ou différemment du langage naturel. Le format JSON, ce ne sont que des paires clés-valeurs, un peu comme si vous regardiez un tableau Excel, tout simplement. Absolument tout le monde peut comprendre ce que ce format est. Regardez cet exemple. Imaginons que vous avez cette phrase ici, Sébastien est un étudiant de 22 ans. C'est la phrase qui est au format langage naturel. Vous écrivez et vous parlez de cette façon-là, c'est le langage naturel. Et bien ça, on peut le transformer au format JSON, donc un autre format, qui est tout simplement celui-ci, vous voyez. C'est ce dont je vous parlais, la combinaison clé-valeur. Donc ici, name, qui veut dire nom, égale Sébastien. L'âge égale 22. Est un étudiant égale vrai. Oui, c'est une autre façon de parler et c'est la façon de parler dont les ordinateurs aiment beaucoup. C'est pour ça que c'est important à utiliser et que très peu de gens utilisent alors que ça change tout. En fait, ce langage est tellement universel que quasiment tous les grands modèles de langage ont été entraînés dessus, carrément. Donc forcément, quand vous leur parlez comme ça, ils comprennent mieux, ils font mieux les choses.
Et je vous vois venir, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu fastidieux à écrire. Encore une fois, on est à l'ère de l'IA. Vous pouvez très facilement, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, demander de l'aide à ChatGPT ou à Claude pour corriger votre JSON. C'est-à-dire que quand je veux envoyer un prompt à l'IA, je l'écris en langage naturel sur ChatGPT ici, et je lui dis de le formater au format JSON pour que je puisse l'utiliser ensuite dans les IA. C'est une technique très puissante que je vous conseille vraiment de faire. Et ceci étant dit, une fois que vous comprenez donc N8N, les API, le JSON, les bases des LLM, c'est pas énorme à maîtriser, ok, là, vos possibilités deviennent littéralement infinies. Et c'est pour ça qu'on passe au deuxième point clé de cette méthode, la deuxième étape, qui consiste à identifier les opportunités à fort retour sur investissement, donc le ROI, si vous n'êtes pas familier avec ce terme en anglais. Autrement dit, quand vous allez vous retrouver face à un problème qu'il vous faut réfléchir à automatiser pour faire gagner du temps, de l'argent, peu importe. Quand vous allez tout simplement chercher un processus à automatiser, eh bien ce processus-là, ce que vous cherchez à automatiser doit répondre à 4 critères. Est-ce répétitif ? Vous le voyez à l'écran, hein. Est-ce répétitif? Est-ce chronophage? Est-ce sujet aux erreurs? Et surtout, est-ce scalable? Donc, est-ce qu'il est facile de le mettre à l'échelle? Ça, c'est un point très très important. Bon, les 3 premiers sont assez parlants par eux-mêmes, je pense. C'est justement pour ça que ce dernier point, je veux le mettre en avant. Parce que, important, lorsqu'on identifie une opportunité d'automatisation qui est scalable, donc qui peut être mise à l'échelle, sachez que le retour sur investissement ne fait que croître et se multiplier avec le temps, lui aussi. Concrètement, à mesure que l'entreprise grandit, l'usage de l'automatisation grandit aussi, ce qui permet d'économiser toujours plus d'argent, toujours plus de temps. C'est un cercle, voyez-vous, et c'est un point crucial lorsque vous réfléchissez à vos automatisations sur le très long terme et si vous voulez vraiment grossir. Je vais vous donner un exemple très facile. Alors, imaginons que l'on crée un système d'IA qui intervient dans un processus de vente, d'accord ? Vous êtes une entreprise ou vous êtes allé démarcher une entreprise qui reçoit 50 prospects par semaine. Et vous leur dites, voilà, moi je peux vous faire un système d'IA qui va gérer ces 50 prospects par semaine-là, afin de vous économiser donc 5 heures par semaine hebdomadaire. Puisque vous avez fait les calculs avant, vous savez qu'un commercial qui normalement doit faire la recherche, la création de la fiche client, le contact, etc. Bref, vous avez fait le calcul, ça lui prendrait 5 heures par semaine de gérer ces 50 prospects-là. D'accord ? Eh bien vous arrivez avec votre solution, votre système d'IA, et vous lui dites, voilà, grâce aux 5 heures libérées, ce commercial peut maintenant se concentrer sur des activités à plus fort impact, qui vont faire réellement croître l'entreprise. Là, c'est déjà pas mal, mais c'est quoi la conséquence? Eh bien, l'entreprise génère plus de leads, donc plus de prospects. Donc vous qui êtes arrivé, qui avez appliqué ce système, vous vous retrouvez avec une entreprise qui a plus de prospects. C'est l'étape d'après, regardez. Grâce à vous, imaginez que maintenant, elle arrive à gérer en même temps 200 prospects par semaine. Eh bien là, votre système est en train de scaler, c'est-à-dire que le système va maintenant pouvoir permettre d'économiser 20 heures par semaine au lieu de 5. Et encore une fois, c'est la même logique. Ces 20 heures qui ont été libérées vont accélérer la croissance de l'entreprise, qui générera à son tour plus de prospects, ce qui génère plus de temps libéré, ce qui va renforcer tout simplement l'effet boule de neige. Un point très très important à comprendre, voilà pourquoi construire des systèmes qui sont scalable, on dit en anglais, va permettre de créer un effet composé sur la durée, c'est extrêmement puissant. Alors maintenant, ceci étant dit, peut-être que vous vous demandez la question logique d'après, c'est quoi un système qui est scalable, donc qui peut être mis à l'échelle, et c'est quoi un système qui ne l'est pas? Prenons un autre exemple, prenons un assistant personnel. Donc si l'entreprise à laquelle vous faites face, ou la vôtre, triple son chiffre d'affaires dans l'année par exemple, allez-vous aussi tripler le recours à votre assistant personnel? Eh bien, pas forcément, peut-être un peu plus pour des réunions à planifier. Mais le système en lui-même, en fait, ne va pas s'auto-renforcer comme pourrait le faire un système de génération de leads IA. Donc ça, ce n'est pas un système scalable. Et souvent, vous allez voir, la moitié du travail va consister à simplement choisir le bon processus à automatiser en s'assurant qu'il ait un retour sur investissement élevé et surtout qu'il soit scalable. Donc faites très attention à ça lorsque vous réfléchissez à quoi automatiser. C'est très important sur le long terme. Bien, maintenant qu'on a identifié le processus, la troisième étape, c'est la cartographie du processus. Et ça, c'est un point que je trouve énormément sous-estimé. À chaque fois que j'ai une idée d'automatisation ou d'agent IA à construire, je ne me lance jamais directement dans N8N, dans le logiciel qui permet de créer des agents. Ça serait littéralement comme vider un sac rempli de pièces de puzzle sans savoir à quoi ressemble l'image finale. Ça serait complètement fou. Bon, je pense que cette analogie-là est assez claire. Oui, vous pourriez y arriver. Ce serait beaucoup plus compliqué et plus long que si vous aviez commencé par regarder le manuel ou l'image finale.
Donc je pense que vous l'avez compris, dans cette étape-là, le travail est assez simple. C'est justement de créer ce manuel d'instruction. Autrement dit, de lister chaque étape, même la plus petite, dont vous allez avoir besoin. Cela va vraiment permettre de rendre tout le processus beaucoup plus clair. On pourra identifier certains goulots d'étranglement ou cas particuliers avant même de commencer à construire. Et cela va également nous aider dans la scalabilité. Donc encore une fois, le mot revient, mais tout simplement à s'assurer que le système va pouvoir tenir sur le long terme. Regardez, voici un exemple très simple de processus et de la façon dont il peut se traduire en workflow. Donc on va imaginer que vous voulez créer un agent qui gère votre support client, la gestion de vos clients lorsqu'ils vous posent une question. Donc avant de faire quoi que ce soit ou de créer votre agent, il faut tout poser par écrit, toutes les étapes, etc. C'est ce que j'ai fait ici, regardez. Donc qu'est-ce qu'il faut que cet agent-là fasse? Étape numéro 1, on reçoit un nouveau email. L'étape numéro 2, vous vérifiez que c'est bien lié à votre support client, vous recherchez ensuite les informations nécessaires dans votre base de données. L'étape suivante, vous rédigez une réponse utile. Bon, vous voyez que le texte a été doublé, là il s'agit d'une erreur. Ensuite, quatrième ou ici cinquième étape, étiqueter l'email pour avoir un suivi. Et dernière étape, envoyer la réponse. Donc oui, ça c'est ce que l'on appelle le process mapping en anglais. Vous posez par écrit toutes les étapes de votre agent par lesquelles il va devoir passer. Et si vous faites ça, vous allez remarquer très vite qu'il y a en fait 5 éléments principaux que vous cherchez toujours à identifier dans ce genre de schéma-là. Tout d'abord, le déclencheur, ou ce qu'on appelle en anglais le trigger. C'est ce qui va déclencher votre action. Ça peut être un formulaire qui est rempli, quelqu'un qui clique sur votre site, ou là, en l'occurrence, dans cet exemple, c'est la réception d'un nouvel email. C'est tout ce qui démarre un processus. Ensuite, dans les étapes d'après, on a des éléments de source de données. Alors ça peut être plusieurs choses. Souvent, le déclencheur vous donne déjà des données initiales. Dans le cas d'un déclencheur où vous avez un email, eh bien, l'email lui-même, ce sont les sources de données. Quelqu'un qui vous pose une question par email, c'est ces données-là qu'il va falloir traiter. Peu importe, mais ça, c'est l'étape des données. Puis vient une autre étape encore où il y a généralement un élément de transformation des données. Donc une fois qu'on a les données, on les transforme. Alors que ce soit filtrer des informations, fusionner des lignes, nettoyer les données, enlever les doublons, des choses comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la manipulation de données. Et normalement, à ce stade, vous commencez à voir le schéma récurrent. Chaque étape du processus qu'on vient de lister ici, dans le process mapping, eh bien, correspond à un nœud de votre agent IA dans NBTen. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais NBTen, c'est le logiciel qui permet de faire des agents IA. C'est super intuitif. C'est ce qu'on utilise majoritairement. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres logiciels. C'est un peu au goût de chacun. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a un logiciel meilleur qu'un autre, car ça serait mentir. Mais personnellement, moi, mon préféré, c'est NBTen, puisque c'est open source et c'est surtout très modulaire. Mais je connais d'autres personnes qui utilisent, par exemple, Make. Ça marche très bien également. Tous les principes sont les mêmes. Dans tous les cas, ce que je vais vous montrer là, c'est ça l'étape 3, beaucoup trop sous-estimée, mais qui fait une grande différence lorsque vous construisez des agents IA. Maintenant, quatrième et avant-dernière étape, qui est cruciale également, les workflows versus les agents IA. L'idée, c'est que, vous le savez, l'IA, elle est fascinante, mais il ne faut jamais forcer l'utilisation d'un agent IA dans un processus qui n'en a pas réellement besoin. Sinon, vous ne faites qu'augmenter la latence, le coût et le risque d'obtenir des résultats incohérents ou de moindre qualité du moins. Donc, lorsque vous êtes face à un processus qu'il faut automatiser, réfléchissez bien, est-ce qu'il est possible de l'automatiser sans utiliser d'IA ? Alors, pour une grande partie de ces processus, c'est possible. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'une automatisation, un workflow sans IA, c'est un processus linéaire, avec des garde-fous qui imposent de rester sur un chemin prédéfini. Tandis qu'un agent IA, lui, eh bien, c'est le même workflow, mais ce n'est pas linéaire du tout. Ça fait des allers-retours dans tous les sens. Ça utilise de l'intelligence pour le coup. Regardez, un petit retour en arrière pour voir l'évolution. Nous avons commencé avec ChatGPT. Vous le voyez ici, c'est très schématique, c'est ce qu'il se passe. L'IA, elle va prendre une entrée, elle va réfléchir à une réponse et elle va vous donner une sortie. À la base, ici, il ne pouvait rien faire d'autre qu'un aller-retour. Vous faites une entrée, vous avez une sortie. C'est fini. Puis, nous sommes passés au workflow IA, donc les agents IA, où on intègre des appels LLM dans les automatisations. Regardez, nous avons une entrée qui est donc le déclencheur. Ici, rappelez-vous dans l'exemple qu'on a utilisé, imaginez que vous recevez un email, d'accord ? Eh bien, on peut utiliser des outils. Par exemple, on va utiliser l'outil numéro 1 qui va ensuite être envoyé au LLM, dont la sortie va ensuite être envoyée à un outil numéro 2, qui va être envoyé à un outil numéro 3. Mais l'outil numéro 3 peut faire à son tour appel à l'outil numéro 1 de nouveau, puis faire appel de nouveau, appel au LLM, etc. Vous voyez, ce n'est plus linéaire, et c'est ça, alors, la beauté, la puissance des agents IA, des automatisations IA qu'il n'était pas possible de faire avant. Cependant, je pense que vous l'avez compris là, ça augmente la complexité du workflow. Donc, question importante, demandez-vous si le processus que vous essayez d'automatiser a vraiment besoin d'une IA ou pas.
Comme ce genre de truc c'est super impressionnant et qu'il y a beaucoup de hype derrière, nous avons vu beaucoup de gens, moi y compris d'ailleurs, utiliser des agents là où simplement un workflow classique aurait suffi. Mais voilà, toujours important d'avoir derrière la tête. Ainsi donc, la cinquième et dernière étape, c'est le POC, donc en anglais le Proof of Concept, dit en français la preuve de concept, et les garde-fous. Ici, j'ai 3 principes que j'aime beaucoup répéter. Échouez vite, débugger souvent. Peu importe votre niveau d'expérience avec N8N ou avec la création d'agents IA. Quand vous démarrez une nouvelle automatisation, vous aurez des erreurs. C'est obligatoire. Eh bien, plus vite vous allez tomber dessus, plus vite vous allez pouvoir les corriger et plus vite vous arriverez à votre POC, donc votre preuve de concept. Et croyez-moi, arriver au POC rapidement, c'est crucial. Deuxième conseil, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Même si vous avez cartographié votre processus et prévu un maximum de garde-fous, de cas différents, il y aura toujours des cas particuliers auxquels vous n'aurez pas pensé. Et pour être honnête avec vous, ceux-ci n'apparaissent que lorsque votre POC est testé par de vrais utilisateurs avec des vrais prompts. Et plus vous avancez, plus vous allez découvrir des nouveaux cas en fait. Votre rôle, c'est alors d'identifier les schémas derrière ces erreurs et de modifier votre agent en fonction pour éviter que bien sûr les erreurs se reproduisent. Et enfin, dernier conseil, il n'existe pas de produit fini. Même si vous avez construit quelque chose, corrigé des bugs, ajouté des garde-fous de tous les côtés pour diminuer les bugs, identifier des cas particuliers, il y aura toujours des évolutions possibles. Alors par exemple, je sais pas, un nouveau modèle ChatGPT qui sort, ou alors vous apprenez une nouvelle technique, vous souhaitez transformer une partie de votre workflow en sous-workflow pour plus de rapidité, etc. etc. En fait, il y aura toujours des moyens de rendre votre système plus rapide, plus fiable et moins cher. Bien, maintenant la discussion finale, voilà donc la méthode en 5 étapes pour construire des agents IA que j'utilise moi-même personnellement depuis des mois et dont je voulais vous dévoiler, vous le partager pour vous partager le plus de valeur possible. Très rapidement, je le rappelle, première étape, les fondations, maîtriser toute la base de l'IA. Deuxième étape, identifier les opportunités avec un fort retour sur investissement. Et surtout les systèmes qui sont scalable, donc qui peuvent être mis à l'échelle. Troisième point clé, la cartographie des processus. Quatrième point, demandez-vous bien si votre automatisation a vraiment besoin d'IA ou pas. Et cinquième point clé, itérer. Alors je vais être honnête avec vous, je crois profondément à cette approche-là itérative, où chaque apprentissage vient s'ajouter au précédent. Surtout si vous n'avez pas de bagage en code ou en technique, il n'y a pas besoin avec cette méthode. Et si vous prenez cette présente vidéo, ainsi que la vidéo précédente où je vous montre quel état d'esprit avoir et quelle méthode utiliser pour vous lancer là-dedans, franchement, vous pourrez y arriver même sans bagage technique. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon cours Vision IA qui reprend exactement cette méthodologie-là en bien plus détaillé bien sûr. Ce que je vous propose, ce sont des heures de contenu où l'on part de la base des LLM, on voit le premier point ici, les fondations vraiment en détail, et également où l'on voit donc comment choisir un processus, comment cartographier les étapes, étape par étape, comment comprendre les fondations de N8N, donc les déclencheurs, les triggers, etc. et comment construire des workflows plus intelligents. On approfondit chaque étape ici. D'ailleurs, ce dont j'ai parlé aujourd'hui se base sur 2 de mes cours. Et bien sûr, il y a également la communauté. Déjà plus de 4300 membres en croissance rapide. Merci pour votre soutien. Dedans, tout le monde suit les mêmes cours et on construit chaque jour des automatisations avec N8N. Donc, venez faire un tour, c'est le moment ou jamais. Tout est vraiment en train de décoller et il y a de magnifiques opportunités avec l'IA qui se présentent, qui ne se présenteront pas peut-être éternellement. Dans tous les cas, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et surtout avoir pu vous apporter la valeur que vous méritez. Si c'est le cas, laissez un like, ça m'aide énormément. Et comme toujours, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.